Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Guillaume. Ça va bien ? Bien, super bien. Bien installé ? Nickel. Bon, écoute, je t'ai mis un petit fond d'océan, Canon. Histoire de se détendre tranquillement, car vous le savez, chers auditeurs, bien c'est une heure de détente aussi, où il faut quand même écouter attentivement ce qu'on raconte, ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Et bien justement, il y a un thème bien précis ce soir. On en avait parlé déjà il y a une quinzaine de jours. Ça va concerner tout ce qui concerne le karma. Le dharma également. Exact. J'ai vu que tu avais mis un petit post sur le Facebook de Galaxy, l'exploration des mémoires inconscientes. Alors ça, c'est tout un programme. Oh combien. Oh combien. Et puis tout ce qui est un petit peu l'interprétation du thème astrologique et qu'est-ce qu'une retrouvaille karmique. Par exemple. Bon, écoute, on a un programme chargé, je crois, ce soir. Oui, c'est vrai, c'est assez dense et c'est un sujet aussi qui plaît, qui interpelle et qui pose questionnement. Un petit peu l'inconnu au final. Pour pas mal de gens. Oui, non, c'est sûr que c'est pas un sujet dont on parle tous les jours, c'est certain. Mais quand on fait de l'astrologie comme moi, on est un petit peu proche de toutes ces énergies et on se pose ce type de questions. Donc, en l'occurrence, je suis astrologue humaniste, donc dit humaniste, dit projection dans le devenir, mais il y a un type d'astrologie qui s'appelle l'astrologie karmique, qui se pose la question de qu'est-ce qu'on était avant d'arriver dans cette incarnation. Donc voilà, et comme j'ai cette double formation, donc je pratique l'astrologie humaniste, mais j'ai aussi des connaissances en astrologie karmique qui me permettent de voir les indices karmiques dans le thème de naissance, etc., etc. Donc tout le monde qui vit sur cette planète, qui nous écoute en ce moment, a vécu quelque chose avant cette vie aujourd'hui. Mais disons que c'est l'âge de l'âme. Nous, notre corps, il a effectivement un âge défini qui commence à l'heure de notre naissance, mais notre âme est beaucoup plus vieille que ça. Alors, ça dépend effectivement du nombre d'incarnations qu'il y a pu y avoir, mais effectivement, il y a des vies antérieures, tout à fait. Est-ce que c'était des vies humaines ou alors des vies animales ou alors on va partir du principe que c'était des vies humaines. Et après, on va partir dans des choses un petit peu trop compliquées. Et on a peu de temps, donc on va essayer de condenser tout ça. Exactement. Et on le sait, vous pouvez réagir directement par téléphone 03 20 83 57 57 si vous souhaitez participer avec nous à ce débat, et si vous avez des questions éventuellement à poser à Elisabeth directement, eh bien vous nous appelez 03 20 83 57 57. On est ensemble jusque 20h, et si vous voulez passer à l'antenne, eh bien il n'y a aucun souci. Alors première question quand même, qui va être directe. Qu'est-ce que le karma et qu'est-ce que le dharma ? D'accord. Alors le karma, ça sous-entend des mémoires passées. Voilà, c'est des choses qu'on a faites dans une vie précédente. On a eu des petits nœuds émotionnels, on a eu des conflits, on a peut-être eu des comportements qui n'étaient pas forcément nickel. D'accord. Et ce qui fait que dans notre incarnation, on ramène avec nous ces mémoires de culpabilité, de violence ou de choses diverses et variées, et qui nous est proposé de guérir dans cette vie. On est imprégné d'émotions chargées d'une mémoire ancienne qui nous perturbent ou que l'on réitère, c'est-à-dire que c'est des schémas non résolus, non harmonisés qu'on réitère dans notre vie. Ça peut effectivement paraître par des scénarios d'auto-sabotage, des situations qui se répètent, des conflits relationnels qui se répètent, des problèmes de positionnement professionnel, des problèmes d'ordre familiaux, des blocages, par exemple, je donne un exemple concret, une difficulté d'avoir des enfants, ou des problèmes de tout ordre qui se produisent dont on ne comprend pas la cause et qui peuvent avoir leur origine, et les sources de cette problématique peut être d'ordre karmique, voilà, ou transgénérationnel, ou en tout cas des mémoires karmiques. D'accord. Voilà. Le dharma, c'est la résolution de ces mémoires. La résolution de ces mémoires. Oui, c'est la guérison et l'harmonisation de ces mémoires. Donc c'est toujours intéressant de voir un petit peu quel nœud il y a pu y avoir et quelle mémoire ancienne on véhicule dans cette vie actuelle pour comprendre et en accepter la réalisation, l'acceptation, faire les pardons nécessaires. Et c'est souvent des mémoires de culpabilité. On n'a pas forcément conscience de pourquoi on est gêné par des comportements, mais les expériences humaines, en fait, les situations qui se proposent à nous, les situations conflictuelles, sont vraiment là pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas harmonisé. Donc, alors, c'est plus facile à comprendre quand c'est relationnel, en fait. Quand on est dans un conflit relationnel, par exemple une passion amoureuse, où ça se passe très mal ou d'une manière très compliquée, c'est parfois des retrouvailles karmiques. Voilà, il y a eu des séparations, des déchirures dans une vie d'avant. On retrouve l'âme. D'accord. Et comme le couple n'a pas été harmonisé à l'époque,
il nous est représenté de guérir quelque chose avec cette personne. Alors, c'est pas forcément la même personne. Ouais. Parfois, ça peut même changer de sexe, c'est-à-dire qu'on était femme à l'époque, on est homme dans cette vie, et on se retrouve pour réharmoniser. Donc, D'accord. Une sorte de deuxième chance au final. Deuxième, troisième, quatrième, parce qu'on a plusieurs vies pour harmoniser les choses. Parfois, on n'y arrive pas en une seule vie. Donc il faut comprendre que l'âme véhicule, elle s'incarne, elle se désincarne, ainsi de suite, pour évoluer. Donc le temps que ça va prendre, ça va prendre le temps qu'il faut. Donc il faut vraiment percevoir, avoir cette vision de la vie. On n'aura pas le temps de tout faire en une journée. On se programme des choses, on n'a pas le temps de tout faire. Mais pour une vie, c'est pareil. Donc on fait de notre mieux. On essaie de comprendre un maximum de choses. Et l'idée, c'est d'accéder au pardon. C'est d'harmoniser le plus possible dans son entourage. Comprendre qu'il n'y a pas lieu de maintenir des rancœurs, il n'y a pas lieu de maintenir des situations où il y a des conflits. Il y a lieu de comprendre, d'harmoniser, de pardonner et d'en arriver à cet amour inconditionnel pour les uns et les autres, pour éviter de refaire du karma, etc. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est vraiment la période idéale pour parler de ces problèmes karmiques, parce qu'il y a actuellement un balai cosmique. Qu'est-ce que c'est, les énergies du moment nous proposent, donc du 22 octobre au 11 novembre et même un petit peu après, il y a Mercure, donc dans l'univers, qui est rétrograde en Scorpion. Déjà qu'actuellement il y a beaucoup de planètes en Scorpion, dont Saturne, cette période, ce Mercure rétrograde, nous renvoie dans nos blessures intérieures, dans toutes les choses qui ne sont pas réglées intérieurement, tout ce qu'on ne veut pas voir, tout ce que l'ego nous empêche d'accéder, parce que c'est des choses qui ne sont pas forcément sympas. C'est vraiment des mémoires anciennes, des mémoires karmiques. Et c'est une période où il nous faut vraiment aller voir ce qui se passe. Alors, ce Mercure rétrograde nous perturbe un petit peu parce qu'il nous ralentit. En général, ça peut créer des bugs dans la communication. On a l'impression d'être ralenti et on est ramené à nos vieilles blessures non réglées. Alors ça peut réveiller parfois des vieux conflits, des conflits familiaux, des vieilles histoires qui réapparaissent ou des vieux conflits qui n'étaient pas harmonisés. Mercure rétrograde nous propose de nous les remettre à la surface pour les guérir. Alors c'est toujours pareil, c'est où on est dans la conscience des choses et on fait face, ou alors on ne veut pas y faire face parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas, comment dire, on occulte encore, on met un voile sur nos zones d'ombre qu'on ne veut pas apercevoir, et là on recrée du karma. Donc c'est vraiment une période très, très subtile et très importante pour faire du dharma de nos histoires passées, pour harmoniser. Donc, un petit peu autour de moi, là, je ne sais pas toi comment tu vis cette période. Donc, ça a démarré le 22 octobre jusqu'à mi-novembre, fin novembre. C'est vraiment une période très complexe, très remuante, où on est un peu à fleur de peau, où on est vraiment ramené à nous-mêmes. Émotionnellement, on est contrarié, on est angoissé. Il y a des choses qui remontent comme ça. Et l'idée, c'est vraiment de les regarder en face, de les accepter, de faire les pardons nécessaires et de comprendre que on n'est pas que lumineux. L'ego parfois empêche l'accès à ces problèmes parce qu'on lutte, on veut croire qu'on est des personnes polies, gentilles, aimants, etc. Mais on n'est pas que ça non plus. Et c'est là où les mémoires karmiques se réveillent, c'est-à-dire que parfois il y a des mémoires très anciennes qui nous mettent face à des choses qu'on a pu faire par le passé, alors que ce soit le passé dans cette vie-là ou un passé plus vieux. Tout ça s'est ramené à la surface. Donc il y a vraiment besoin d'être dans une extrême ouverture, dans une grande humilité vis-à-vis de soi, pour comprendre que tout ça nous traverse. C'est pas nous, c'est des mémoires qui traversent, qu'il faut nettoyer. Donc c'est vraiment important d'être dans cette réceptivité, cette conscience en tout cas. On vous a proposé de réagir éventuellement par téléphone. Et justement, nous avons une auditrice qui est avec nous et qui s'appelle Arlette. Bonsoir Arlette. Oui, bonsoir. Bonsoir Arlette. Oui, bonsoir Elisabeth. D'abord, je veux vous dire que je suis une très fervente de votre émission, de l'astrologie, de tout ce qui touche l'astrologie. J'ai un thème astral, bon, c'est très compliqué, donc je ne sais absolument pas trop le déchiffrer, mais je voudrais savoir, je vais poser une question, est-ce qu'on peut être totalement différent de son thème astral ? Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait vivre une partie de son thème, donc une partie de ses planètes, et projeter certaines. Ça, c'est effectivement ce qu'on appelle le libre arbitre. En l'occurrence, toutes les zones qui nous dérangent peut-être dans notre thème, on les projette. Alors, on les vit d'une certaine manière, mais on les vit de manière projetée. C'est-à-dire qu'on s'entoure de personnes qui sont nos personnages intérieurs. Donc voilà, donc on peut effectivement se débarrasser de quelques aspects de notre thème natal et le vivre d'une manière miroir avec les personnes qui nous entourent. Alors les aspects désagréables qui nous dérangent de notre thème,
Ça va être quelqu'un qu'on va juger, qui va nous déranger, qui va venir nous titiller et avec qui on va ressentir un inconfort. Mais cet inconfort est justifié par effectivement une sous-personnalité qu'on a en nous, qu'on ne veut pas voir, et voir en soi. Voilà. Bon, parce qu'on nous dit de changer. Bon, d'accord, on nous dit oui, mais c'est mon karma, c'est la fatalité. On a tout dans le monde. Changer. Non, c'est pas vrai, parce que le karma n'est pas une punition. On a les 2 pieds dans le ciment, pour bouger. C'est pas facile. Non, c'est clair que c'est pas facile. C'est souvent beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Mais le karma, c'est pas une punition. C'est vraiment pas une punition. C'est-à-dire que l'âme, elle a qu'une seule volonté, c'est d'évoluer. Alors que le corps dans lequel elle s'incarne, ne le veuille ou non, l'âme veut évoluer. Comment elle va s'y prendre ? De temps en temps, elle va effectivement mettre les 2 pieds dans le ciment de la personne dans laquelle elle s'est incarnée pour que cette personne réagisse. Parce qu'on ne réagit malheureusement en tant qu'être humain que quand on se trouve dans une situation d'inconfort. Quand tout va bien, on bouge pas, tout va bien. Par contre, quand ça commence à se compliquer, on est obligé de se poser des questions et se dire, bon, j'ai les 2 pieds dans le ciment, donc il va bien falloir que je m'en sorte. Et c'est là que commence le travail d'introspection et de compréhension. Que peut-être il y a des choses à régler et à voir en soi-même. Donc en d'autres termes, il faut que Arlette se bouge. Oui, c'est ça. Comment ? Il faut qu'Arlette se bouge en fait, c'est ça ce qui. Ouais, mais bon, facile à dire. Ah, oui, facile à dire. Oui, bien sûr. On peut avoir une bagnole, mais on n'a pas livré les roues. Qu'est-ce qui t'a fait penser que tu justement es à côté entre guillemets de ton karma et de ton thème astral, Arlette ? Comment ? Qu'est-ce qui t'amène à te faire penser ça en fait pour ta réaction ici à l'antenne ? Parce que souvent on entend dire oui, c'est mon karma, c'est la fatalité. On dit souvent change, mais c'est facile à dire tout ça. Mais c'est pas pour cela qu'on bouge et qu'on fait on fait de l'immobilisme quoi. Il y en a qui arrivent à bouger, mais on dit c'est parce que c'est dans leur nature. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des moments clés aussi. C'est ce dont je parlais dans l'émission précédente. C'est que parfois, on est dans une espèce d'immobilisme où on a l'impression qu'il n'y a pas de porte de sortie, complètement coincé. Et il arrive un aspect planétaire qui vient réveiller un point du thème, le point karmique ou la zone de conflit. Et les événements arrivent pour nous permettre cette résolution. Ou en tout cas, pour nous permettre les prises de conscience qui vont générer le mouvement. Voilà. Donc, parfois, il y a des moments. Ceux qui bougent, c'est qu'ils ont un mental plus fort peut-être, parce qu'on se sent pas assez fort, on le fait pas. Justement, il faut pas être trop fort pour évoluer. Il faut accepter sa fragilité en fait. On pense qu'il faut une forte personnalité pour être, alors que c'est faux. Parfois c'est un piège. Quand on est trop fort et qu'on a une personnalité très imposante, on avance beaucoup avec la force des bras et la force de la volonté. Or, l'âme, c'est tout le contraire. C'est à un moment donné accepter sa vulnérabilité, accepter qu'on n'est pas le champion du monde, accepter qu'on n'est pas le plus fort et qu'on est tous vulnérables. Et c'est là que le travail commence à se faire. Donc, c'est une fausse idée de croire qu'il faut être très musclé pour aborder la vie. Quand je parle musclé, c'est mentalement et physiquement. Il faut au contraire accepter sa part sensible, accepter ses émotions, accepter de pleurer, accepter de mourir à soi et à son ego, parce que l'ego, il cherche à être fort, il cherche à être aimé, il cherche à être vu, il cherche à être le plus beau. Mais en fait, comprendre qu'on n'est rien de tout ça, on est tous des êtres humains sensibles qui cherchent à être heureux et à vivre l'amour au mieux possible. Et le travail commence quand on comprend ça. D'ailleurs, pour surfer sur cette question que tu soulèves, Arlette, je vais parler des 5 phases d'acceptation. Les 5 phases d'acceptation, c'est quand il nous arrive quelque chose de difficile. Oui. On a 5 niveaux de réaction. La première, c'est le déni. C'est-à-dire, le problème arrive, on dit bon, c'est pas grave, je vais m'en sortir, c'est pas grave. Ouais. Le deuxième stade, c'est la colère. On se dit mais merde, finalement, c'est quand même emmerdant. On juge la personne qui nous a dérangé, etc. La troisième phase, c'est le chantage. Ah bon, si c'est comme ça, il va voir. Voilà, et on commence le marchandage. Ensuite, c'est exactement ça. Ensuite, on est dans la dépression.
Et là, on commence le travail. Et la dernière étape, c'est la résilience, l'acceptation. Et on passe ces 5 phases. Alors, c'est très rigolo à tout moment. Alors, je vais prendre un exemple tout bête que j'ai sorti hier lors d'un dîner. On va chercher une baguette dans notre boulangerie habituelle. On oublie que c'est lundi. Merde, c'est lundi. Bon, c'est pas grave, tant pis. Et puis non, on est en colère. Il fait chier ce boulanger. Pourquoi il n'est pas ouvert le lundi? Et bon, bref. Chantage, si c'est comme ça, j'irai plus chez lui. Dépression, j'avais quand même besoin de ma baguette, chier. Et finalement, on l'accepte et on change de boulangerie. On peut passer ces 5 phases pour des choses très difficiles, comme un divorce, comme une séparation, comme un deuil, comme tous les jours, on doit mourir à quelque chose. Ça, c'est vraiment, on passe par ces périodes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces 5 phases d'acceptation, on peut rester toute sa vie dans le déni, on peut rester toute sa vie dans la colère, on peut rester toute sa vie dans le chantage. Ça, c'est libre. C'est simplement comprendre que la nature humaine passe par ces phases et qu'on est libre de passer à la suivante. Tu vois, Guillaume ? D'accord. En fait, c'est ça le libre arbitre. C'est accepter à un moment donné la dépression. La dépression, c'est quelque chose de très salvateur. C'est le moment où on lâche cette volonté et cette colère et cet ego. On accepte qu'on va mal. Et c'est à partir du moment où on commence à accepter qu'on va mal, donc on est fragile, et donc on peut se reconstruire derrière. C'est vraiment une forme de mort pour renaître. Donc voilà comment on se sort les pieds du ciment. Alors c'est sûr que c'est facile à dire. Ou alors on est résilié, quoi. On dit c'est mon karma. On peut se résigner aussi et se dire que ce sera pour la prochaine vie, mais c'est dommage parce que là, dans l'ère à laquelle on est actuellement, on est en train de résoudre plusieurs karmas. Donc on doit faire face et on doit être honnête vis-à-vis de soi. Et on doit être vraiment dans la compréhension qu'on a effectivement plusieurs vies, certes, mais autant faire le travail dans cette vie. Sinon, ce sera reproposé. Alors, ça lève aussi une autre question qui est très lourde sur le suicide. Il y a des personnes où la vie est tellement difficile et qu'ils en arrivent à cet acte malheureux de choisir de partir. Mais ils se réincarnent et ils ont plus ou moins la même problématique. Tant que le nœud énergétique, tant que la mémoire n'est pas réglée, harmonisée, on répète inlassablement. D'ailleurs, il y a un très 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 bon film qui traite de ce sujet, qui est vraiment très bien fait, qui est récent, avec une belle affiche en plus, Tom Hanks, Olberry, etc., qui s'appelle Cloud Atlas. Ah oui, exact. Ouais, et il traite de ce sujet de la réincarnation, des âmes qu'on rencontre et qu'on retrouve au fil du temps, et il exprime très bien ça. Il y a un autre film que je conseille également pour qui ça intéresse la réincarnation et qu'est-ce qui se passe quand les âmes se retrouvent, etc., c'est Le Café de Flore. Voilà, c'est un film d'auteur canadien avec en tête d'affiche Vanessa Paradis. Il n'y a pas tellement fait de tapage ce film, mais il est vraiment exceptionnel et il parle aussi de cette dette karmique liée à quelque chose qui s'est passé et qui n'a pas été harmonisé. Les personnes sont mortes et en se réincarnant dans d'autres personnages se retrouvent pour harmoniser la situation. Donc ces 2 films-là, je trouve que c'est des films modernes en plus, donc c'est pas archaïque. Oui, Cloud Atlas c'est sorti l'année dernière. Même Café de Flore, c'est pas très très vieux. Et je trouve encore une petite question. Oui. Par exemple, sur 100 personnes. Combien il y en a qui vont se prendre en main, le pourcentage qui étudient leur thème astral et qui vont vers ce que le thème astral dit? Sur 100 personnes, c'est ça la question? Sur 100. Sur 100. C'est difficile à dire. Je sais pas. Sur 100 personnes, je dirais... conscience que faut écouter. Je dirais 9. 7 ou 9. C'est une petite proportion. C'est vrai, déjà c'est quelque chose qu'on n'apprend pas. On nous apprend pas à aborder la vie sous cet angle, à se dire voilà, je vais suivre les choix de mon âme coûte que coûte. Et on se fait très vite happer par les lois du système, par le conditionnement, par tout ça. Donc on perd un petit peu l'acte de son âme. Et l'âme, elle est là aussi pour nous rappeler par des scénarios difficiles que il faut l'écouter et c'est bien de s'aligner en fonction des choix de l'âme et pas d'autres choix. Donc voilà, et c'est important aussi de souligner que le karma n'est vraiment pas une punition. C'est pas une punition. Toute situation qui paraît injuste sur le plan de l'humain n'est pas forcément injuste sur le plan de l'âme. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que on est capable de tout comprendre, de tout accepter à partir du moment, effectivement, peut-être. Si l'âme a choisi d'incarner cette vie, même si elle semble difficile, c'est qu'elle a vraiment quelque chose à délivrer. Et si on a cette conscience de plusieurs vies, on sait qu'on aura d'autres peut-être possibles
d'autres possibles plus harmonieux ou plus légers dans d'autres vies ou peut-être qu'on a eu, etc. C'est vraiment une force de l'esprit, d'acceptation de ce qui nous arrive et de trouver le bonheur en toute chose. Donc c'est vraiment une force. C'est sûr que c'est pas toujours évident, mais faut lâcher en fait. Voilà, Arlette, faut lâcher prise et accepter et pas être entêté. Voilà, faut accepter les choses. Et c'est fini. Mais la vie est belle surtout. Et puis elle est vraiment belle. Elle est difficile, mais elle est belle. Est-ce que tu as une autre question, Arlette, à poser à Elisabeth ? Comment ? Est-ce que tu as une autre question à poser à Elisabeth ? Non, parce que je suis en extase sur tout ce qu'elle me raconte. Là, j'ai perdu moi-même le fil de ce que je voulais te dire, tellement je l'écoute. Donc, il faudra que je la rappelle à la prochaine émission. Bah écoute, sans problème. En tout cas, tu sais ce qu'il faut faire ce soir. Il faut prendre ton marteau-piqueur et tu fais sauter le béton qui est sous tes pieds. Et puis juste après, tu pourras regarder. Voilà, du béton armé. Et tu pourras regarder aussi Club d'Atlas, donc un film que tu conseilles, Elisabeth. Hein. Oui, vraiment. D'accord. Donc elle continue déjà ses émissions parce que c'est très très intéressant. Eh bien, merci de participer en tout cas. Merci de participer. J'adore l'astrologie. Bon, plein de bisous. Voilà. Donc, bonne soirée. À très bientôt sur l'antenne. Et bonne soirée et merci pour votre super émission. Merci. Merci Arlette. À bientôt. Bonne soirée. Si vous souhaitez réagir directement par téléphone 03 20 83 57 57, bien sûr, vous n'hésitez pas. C'est le Standard de Galaxy. On est là jusque 20h pour réagir du côté du Standard de Galaxy avec Elisabeth Sens qui nous accompagne. Bon, sympa cette petite intervention. Oui, c'est toujours sympa quand c'est clair, c'est interactif. J'adore. Ça fait avancer le débat et ça soulève des questions auxquelles j'aurais pas forcément pensé, etc. Exactement. Allez, on fait une courte pause et juste après, reprise de la conversation avec la vie avec Elisabeth Sens, bien sûr. Et retour avec Elisabeth concernant donc ce petit débat aux alentours de 20h. Hein, on a encore 20 petites minutes, histoire de brosser de là en large et en travers un petit peu le thème donc de la réincarnation au final. Oui, ça lève des questions là. D'ailleurs, hors antenne, là, j'étais en ligne avec un auditeur qui a malheureusement pas pu prendre le téléphone à l'antenne. Bref, et qui se posait la question à savoir comment se passait ce principe d'incarnation de l'âme dans le corps. Et je lui expliquais rapidement. Je développerai via ma boîte mail plus tard pour lui répondre plus profondément. Mais effectivement, l'âme choisit son contexte. C'est-à-dire, tout est vraiment millimétré à la perfection. L'âme sait très bien où elle va, où elle s'incarne. Donc c'est pour ça que comprendre aussi que l'âme va choisir son contexte. Alors ça aide aussi à comprendre que il est nécessaire de faire les pardons aux parents, même si on a eu des parents difficiles ou si on a des conflits avec eux. C'est que le contexte dans lequel on s'incarne et on choisit de cheminer a du sens également dans notre évolution. Par exemple, si on s'incarne dans une famille où il y a un père absent ou des conflits à l'intérieur, l'âme demande et veut expérimenter ça pour le transcender. C'est-à-dire que c'est certainement des conflits dans une vie d'avant qui n'ont pas été réglés. L'âme s'incarne dans le contexte idéal pour elle, pour réeffectuer le pardon et l'harmonisation. Donc, il faut vraiment se rendre compte que tout est parfait. Vraiment, tout est parfait. Le contexte que l'âme choisit pour s'incarner, il est parfait pour elle, pour son cheminement. Donc, cette perception et permet de pardonner très facilement et de comprendre et d'accepter que ça avait lieu d'être et qu'on ne serait pas la personne qu'on est si on n'avait pas vécu telle ou telle chose. Et c'est souvent ce qu'on réalise avec du recul. On se dit que tout malheur est bon, hein, tout bêtement, on peut l'exprimer aussi simplement comme ça, mais que l'âme sait très bien ce qu'elle fait, même dans les cas les plus difficiles. Elle s'incarne parce qu'elle a besoin. On ne sait pas ce qu'on a pu être dans une vie d'avant. Alors je vais parler de cas dramatiques, mais par exemple de personnes, d'enfants battus. On ne sait pas si l'âme n'a pas été lui-même une âme violente. Et pour se débarrasser de cette énergie, elle va le revivre, mais à la place de la victime. D'accord. Pour dépasser, pour en arriver à cette déculpabilité, en fait, et pour transcender ça. Tout ce qu'on vit, on l'a à l'intérieur de nous. Donc, il n'y a rien qui est injuste. Quand on vit quelque chose de cruel, quand on vit quelque chose de difficile, c'est quelque chose qu'on a à l'intérieur et qu'on n'a pas guéri. Donc l'incident arrive pour amener ça à notre conscience et le dépasser. Donc c'est vraiment une perception
une perception où on observe les choses et on n'est plus du tout acteur au premier degré à ne pas avoir de porte de sortie. Mais alors quand c'est l'inverse, si par exemple c'est une victime, enfin on va se placer à la place de la victime, qu'est-ce qu'elle a demandé au final, ou qu'est-ce qu'elle a fait pour justement devenir entre guillemets bourreau de quelqu'un, par exemple, vu que tu prenais un exemple assez extrême, qu'est-ce qui a fait que voilà, c'est elle qui subit un petit peu ses souffrances ou des choses comme ça? Une mémoire de culpabilité. D'accord. Une mémoire de culpabilité quand, par exemple, on a fait des choses atroces dans une précédente incarnation. On culpabilise parce que l'âme est belle à l'origine. C'est l'être humain et l'ego qui dévie. Cette mémoire coupable va faire que, au travers de cette culpabilité, elle va se positionner dans la vie en tant que victime. Pour pendant un moment donné, jusqu'à la prise de conscience, décider qu'elle peut se pardonner à elle-même. Parce qu'en fait, on n'a rien à pardonner aux autres. On a juste à se pardonner à soi-même. Alors c'est ça où c'est pas toujours évident, parce que parfois on se dit mais je n'ai rien à pardonner, j'ai rien fait. Quand on a cette vision de plusieurs incarnations, les choses peuvent venir de beaucoup plus loin. Et on comprend qu'on a une culpabilité, donc on se pose en victime, parce comme si je méritais pas d'être heureux parce que j'ai fait du mal. Et cette mémoire date elle n'est pas perceptible dans cette vie. D'accord. Donc on vit ce statut de victime pour comprendre qu'on a une culpabilité. Et à partir du moment où on comprend qu'on s'installe dans cette situation, on peut tout à fait se pardonner et faire du dharma. Voilà, on règle le karma quand on fait sortir cette mémoire. Alors, les indices karmiques sur le thème de naissance, pour être plus concret, donc il y a Saturne dans le thème, qui est effectivement un indice karmique. Il y a la lune noire. Alors, pour parler de Saturne, c'est vraiment l'endroit dans le thème où on a un attachement égocentrique qu'il nous faut guérir. Alors, selon où il se situe, dans le signe où il se situe, la maison dont il se situe, c'est par exemple, on va peut-être avoir un attachement trop important à sa personnalité. Donc, il y aura un retravail, un détachement à faire sur son ego. Ça peut se situer dans la maison 2, par exemple, un attachement trop fort au bien matériel. Exister d'une manière égocentrique uniquement sur la valeur financière ou sa valeur financière. Il y aura un retravail à faire là-dessus. D'accord. Ça peut être une mémoire karmique de son foyer, un attachement trop viscéral à son foyer, à ses enfants. Et la vie va amener des scénarios où on sera obligé de se détacher. Alors si c'est fait en conscience ou pas en conscience, ça après, ou on le subit et on comprend pas et on en souffre, ou alors on comprend en faisant son thème de naissance qu'on a un lieu dans son thème où il va falloir faire ce travail. Donc après c'est libre à chacun de faire ce travail ou pas. On peut rester complètement sclérosé dans sa souffrance ou alors comprendre que vraiment réellement c'était prévu comme ça. D'accord. On peut avoir un attachement viscéral à son conjoint et dévié, c'est-à-dire d'être complètement dépendant de quelqu'un et la vie va faire qu'à un moment donné il va falloir travailler sur ce détachement de l'autre, etc., s'individualiser, etc. Donc on a vraiment tous un lieu, et ça c'est Saturne dans le thème, où il va y avoir en début de vie une frustration. Mais cette frustration, elle n'est pas là juste pour nous plomber, nous frustrer, elle est là pour nous faire comprendre quelque chose à transcender. Et dans le thème, on peut le voir précisément où est ce lieu de travail. Et il se peut qu'à un moment donné, un transit particulier, on puisse dater clairement, voilà, vous serez face à votre karma, à la résolution de votre karma, ce sera possible, ce sera proposé par l'univers, on va vous faire revivre cette frustration, on va l'amplifier pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qu'il y avait à faire comme travail de détachement. Et ça, je peux vous le dire, on a beau être conscient de tout ça, on le vit. Moi, la première, là, ça m'a un peu rattrapé cet été. C'est passé des choses très difficiles, mais quand on comprend que c'était d'ordre karmique et d'ordre un attachement dévié à une situation, la vie a fait que j'ai pas pu faire autrement que de prendre conscience qu'il y avait ça à guérir. Donc c'est même pas une question d'être éveillé ou pas éveillé, on y passe tous. La conscience de ce karma, de ce dharma, ne va pas nous épargner les expériences. Elle va juste nous permettre de prendre de la hauteur et de comprendre qu'il y a ce travail à faire, qu'on le veuille ou non. Si on le fait pas, on reste en souffrance et voilà, on n'avance pas. Et au mieux, ce sera pour la vie suivante. Mais c'est dommage, parce que ce travail-là est proposé à chaque existence. Alors c'est sûr que selon le niveau de conscience, selon la vieillesse de l'âme, selon tout ça, on est plus ou moins armé à avoir cette élévation et cette compréhension des choses. C'est clair. Mais on y passe tous. Alors après, il y a d'autres indices karmiques dans le thème. Je vais prendre l'exemple du nœud sud, du nœud nord, la tête du dragon, la queue du dragon. Là, c'est pas difficile. On hérite de nos qualités de vie passée. C'est-à-dire qu'on a tout ce qui est inné dans la vie, ce qu'on sait faire facilement, tout ce qu'on ramène d'un karma ancien qui nous était facile.
On se sent à l'aise dans cette énergie au moment où on s'incarne. C'est des facilités. Mais par contre, le chemin, c'est d'aller vers le nord. Donc, quitter ce qui nous est facile, parce que faire tout ce qui nous est facile dans la vie, on sait tous le faire. Mais l'idée, c'est d'améliorer et d'élever cette facilité. Ça peut s'expliquer, par exemple, on va prendre l'exemple de Mozart, qui faisait des symphonies à l'âge de 10 ans ou quelque chose comme ça. Certainement des mémoires anciennes. Il avait déjà peut-être sur toute une vie précédente étudié la musique, etc. Donc, il arrive avec ses talents déjà tout faits. D'accord. Donc ça peut expliquer effectivement les enfants doués, plus doués pour ça. On ramène des choses aussi positives de nos vies d'avant, c'est pas toujours négatif. Il a trouvé la facilité au final, Mozart, parce qu'il a fait que de la musique, il n'est pas allé vraiment vers la difficulté. Au final. Oui, d'accord, mais il a peaufiné son art. C'était un bosseur, il a quand même écrit, il a quand même... il y avait une prédisposition, d'accord. Le talent, mais un talent ça se travaille, sinon ça s'endort, ça s'étouffe. On peut avoir un talent et ne pas le travailler, être feignant et finalement ne pas l'amener à un accomplissement. Parce que le but aussi, Saturne, on parlait de Saturne justement, c'est de matérialiser son œuvre dans cette vie et de la porter au collectif. D'accord. L'idée, c'est pas simplement de dormir sur ses lauriers, tiens, je suis très bon en dessin et je dessine dans ma salle de bain. Non, c'est aussi peut-être de trouver la façon de l'exprimer au mieux et qu'elle puisse porter ses fruits et qu'elle puisse être vue et qu'elle puisse mettre sa pierre à l'édifice. Et ça, c'est un vrai travail, c'est une vie. Donc voilà. Il y a aussi un autre indice karmique qui est la lune noire. Donc là, la lune noire, c'est différent. C'est vraiment la blessure de l'âme qui est refoulée dans l'inconscient. Donc elle est un petit peu plus subtile et un petit peu plus complexe à aborder. Parce que c'est des nœuds très profonds et très enfouis. Donc comme quand je dis inconscient, c'est bien inconscient. Donc on n'en a pas conscience. Et là, c'est beaucoup plus sournois, la manière dont ça se présente dans nos vies. Autant Saturne, on se rend compte qu'on a une frustration, on a quelque chose, un travail à faire, à se détacher. On peut bien le conscientiser et le voir dans la vie de tous les jours. Mais la lune noire, c'est vraiment là, le lieu de la lune noire où on a une façon d'être complètement déviée dans une vie précédente. Et là, on est dans l'obligation de refaire le chemin de cette énergie qui a été bloquée, mais dans l'humilité la plus totale. Je vais prendre un exemple tout bête. Quelqu'un qui a la lune noire en lion. Alors, je ne dis pas que c'est les lions, parce que souvent, on se trompe. Quelqu'un qui a la lune noire, donc dans le signe du lion, c'est quelqu'un qui a peut-être abusé exagérément de son ego. C'était peut-être un artiste brillant, mais qui s'est servi de sa brillance et de son talent comme quelque chose d'égocentrique en n'étant pas du tout dans l'humilité, en se la racontant, en étant pédant, etc. Donc il ramène avec lui cette mémoire d'artiste doué, mais dans la vie, on va pas lui donner la possibilité de pouvoir utiliser son art pour être vu et pour être gratifié. Donc c'est vraiment, c'est à la fois difficile parce que c'est un lieu où on sait qu'on est bon, là où est la lune noire, mais c'est un lieu où il nous interdit d'utiliser ce don si on n'est pas dans une humilité la plus totale. Voilà, là ça c'est le circuit de la lune noire. Et on a tous une lune noire, on en a même tous 3. 3 lunes noires, dis donc. Mais oui, mais c'est le but, parce que l'âme, elle ne s'incarnerait pas si elle n'avait pas un petit travail à faire en route. On n'est pas là pour être que au Club Med et profiter. Non. Il y a des moments de respiration où se rendre compte de cette circulation de la vie et l'énergie est géniale. Mais on est tous là pour effectivement s'améliorer, élever le plan de l'âme, découvrir l'amour dans sa plus belle parure, c'est-à-dire dans cette conscience que l'amour est aussi l'amour qu'on a pour soi-même, c'est de nettoyer, de devenir canal pur en fait d'expression. Parce que quand on est dans l'ego, on s'approprie les choses, c'est-à-dire moi je fais ça, moi je suis bon, là je parle à la radio, je suis trop bonne, des choses comme ça. Mais l'idée c'est de comprendre que tous ces dons et ces talents ne nous appartiennent pas. C'est l'univers qui nous a permis de les exprimer. Et plus on est pur et plus on a fait un travail sur son ego, plus on est dans cet amour et de cette transmission dans l'amour. On s'oublie en fait et on devient canal d'expression. Et c'est là où on peut atteindre la grâce, comme par exemple j'ai cette idée de Maria Callas ou des voix ou des musiciens ou des artistes qui ne sont plus du tout dans l'ego, ils deviennent canal d'expression de leur époque par des fresques, ou par une façon humaine d'aborder la vie, etc. Le but, c'est ça, c'est de devenir cet amour pur, ce sentiment où l'ego, alors on a toujours un ego, mais d'être dans cette nudité d'être, de cette transparence,
d'être le véhicule de l'âme et non plus résister à cette incarnation de l'âme en soi, mais juste être ce qu'on est. Et quand on est dans cette disposition, quand on a nettoyé ses mémoires de culpabilité, quand on a nettoyé toutes ces blessures, toutes ces batailles de l'ego, ces jeux d'ego relationnels, de jugement, etc., quand on dépasse tout ça et qu'on comprend que être et vivre et être serein, c'est vraiment être dans cet état de grâce, de faire, parce qu'on a tous un talent, on l'avait abordé également, on a tous quelque chose à exprimer dans cette vie, mais parfois, toutes ces problématiques, toutes ces angoisses, ce sentiment d'impuissance, etc., ça c'est l'ego qui vient faire chier et qui vient nous empêcher d'être juste l'expression de quelque chose de plus grand. Donc voilà l'idée, voilà ce que l'âme veut connaître. Donc combien de vies elle va utiliser, combien de corps elle va utiliser pour en arriver à ce point, ça c'est selon le mariage et le pacte que va faire l'ego, le mental avec cette âme. Si on veut l'écouter ou pas. Et parfois, ça arrive qu'on ne veut pas l'écouter. On est convaincu qu'on a raison, on est convaincu que la vie, il n'y a rien après. On est convaincu qu'il nous faut être fort et qu'il nous faut batailler pour exister. Tant qu'on croit ça et qu'on ne peut pas avancer. Non. Bon, j'espère que certaines personnes aujourd'hui nous écoutent et prendront un petit peu de la graine de tout ça et se remettront peut-être en cause. Après tout, on est là aussi pour, je vais pas dire pour prêcher la bonne parole, c'est pas une bonne parole, c'est donner un titre d'information, peut-être des remises en question sur chacun et d'apporter un peu de lumière sur des zones d'ombre au final. C'est parler du processus sans jugement, sans prêcher, il y a un processus, qu'on l'utilise ou pas, qu'on utilise ces outils pour comprendre tout ça. C'est libre à chacun, parce que je vous dis, ce qu'on ne fait pas avec la conscience, la vie s'en charge. Au fil des incarnations, la vie se charge d'amener cette âme au niveau dont je parlais. Mais on peut accélérer les choses, c'est vrai, on peut accélérer les choses. Très bien. On va terminer l'émission tranquillement. Et oui, ça passe très très vite. Dans 5 petites minutes, ce sera la programmation du mardi soir. Est-ce que tu as quelque chose à conclure, à donner une petite conclusion, un petit conseil peut-être? Oui, un petit conseil. Je vais conseiller 2 ouvrages qui, pour les personnes qui s'intéressent et qui ont envie d'aller plus loin dans l'étude de leur lune noire ou de la compréhension, c'est un livre de Luc Vigier encore, de se mettre en la matière, parce qu'il a écrit un livre sur la lune noire justement, qui s'appelle La lune noire, un vertige d'absolu, qui explique la lune noire, mais avec cette compréhension de qu'est-ce qu'on ramène de l'énergie de la vie d'avant et pourquoi on est dévié dans cette énergie. Donc il est vraiment, pour moi, il n'y a pas mieux que ce bouquin pour avoir une pleine conscience et une pleine étude de cette lune noire. Ça, et puis si ça intéresse également, il y a les nœuds lunaires d'Atalan, qui est génial aussi pour comprendre un petit peu ce dont on vient, pourquoi on chemine, pourquoi un chemin d'évolution, pourquoi évoluer, à quoi ça sert tout ça. Très bien. Voilà. Tu peux redonner vite fait sur antenne. Alors soit ton numéro de téléphone pour éventuellement que les gens te contactent en direct, soit par mail ou alors aussi sur ton blog directement. Alors sur ma boîte mail, c'est sensdelettre@gmail.com, ou le plus simple, c'est encore mon téléphone, le 06 62 39 29 03. Donc si ça intéresse, une consultation et un petit voyage dans toutes ces mémoires et la compréhension de son existence et comment y arriver au mieux et en temps réel, voir un petit peu les moments où on va nous demander de freiner ou les moments où il va falloir avoir du courage pour accomplir, etc. Donc c'est le 06 62 39 29 03. Et n'hésitez pas à communiquer avec moi sur ma page fan Facebook. Elisabeth Sens, voilà. Très bien. On rappelle aussi qu'on mettra le podcast de l'émission avec un très très bon montage effectué par Romain, qu'on salue, qui sera disponible très bientôt et vous pourrez tout simplement le revisionner en écoutant bien attentivement cette émission qui sera donc postée sur le Facebook de Galaxy. Merci Elisabeth pour tes précieux conseils et puis on espère que vous avez passé toutes et tous un excellent moment à l'écoute de la radio et on se retrouve bien sûr d'ici 15 petits jours. Merci Elisabeth. Ciao. Ciao.